Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous faites face à ces moments dystopiques avec force et courage. Je prie le Tout-Puissant pour que notre pays et le monde puissent se remettre de cette mésaventure le plus tôt possible. J'espère également que vous avancez dans vos cours et que ça se passe plus ou moins bien. Je suis consciente et nous sommes tous conscients que les cours à distance ne peuvent en aucun cas remplacer les cours en présentiel, mais que voulez-vous, cette pandémie a bouleversé la vie quotidienne de nous tous. En ces moments difficiles, je tiens et nous tenons tous à rendre hommage à notre faculté, la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Meknès, à travers le corps professoral et le staff administratif qui travaillent d'arrache-pied, jour et nuit. Vous ne pouvez pas imaginer l'intensité du travail qui se fait, ni la charge qu'ils subissent. Donc ils sont tous là pour assurer et pour garantir la continuité pédagogique. Il faut reconnaître et saluer les efforts louables et colossaux fournis par l'ensemble du personnel de notre faculté. Des cours sous forme de PDF, sous forme de Word, de PPT, de vidéos sont mis à votre disposition. Encore plus, des cours sont désormais diffusés sur les ondes de la radio et voyez-vous que tout le monde est mobilisé pour vous, pour on va dire comme ça, pour réunir des conditions qui se rapprochent des conditions normales et pour vous apprendre justement de garder contact avec vos cours. Donc tout ce qu'on vous demande, c'est que tout simplement que vous engagiez dans ce chantier et que vous mettiez les bouchées en double. Comment? Tout simplement en vous occupant de vos cours. Donc voilà, ceci étant, cette séance est dédiée aux étudiants inscrits en semestre 2 et par le module macroéconomie. Comme je l'ai dit hier, vous étiez nombreux à me demander de refaire la correction de la première fiche de TD. Donc, chose promise, chose due, cette séance sera consacrée à la correction de la première fiche de TD. Donc, avant de commencer, je vous invite, s'il vous plaît, à ramener un stylo. Alors, comment je vais faire pour mettre la caméra de l'autre côté? Voilà, c'est comme ça. Puis la fiche, je pense que vous avez tous la fiche, parce qu'il a été diffusé dans le service pédagogique une semaine avant l'arrêt de cours. Et puis un cahier au niveau duquel vous allez noter la correction. Mais avant justement de passer à la correction, je tiens d'abord à faire un petit rappel de cours, histoire juste de vous rafraîchir la mémoire et pour que vous puissiez saisir par la suite. Alors, nous avons dit dans les deux premières séances que la macroéconomie est une branche qui s'intéresse ou qui étudie les phénomènes économiques globaux, à savoir la croissance, l'inflation, le chômage. Et justement, pour étudier et pour quantifier ces phénomènes économiques globaux, nous avons dit qu'on recourt à un certain nombre d'indicateurs ou un certain nombre de grandeurs macroéconomiques. Vous avez vu pendant les premières séances qu'il y a plusieurs agrégats macroéconomiques, mais pour cette séance, je vais juste aborder les agrégats que nous allons utiliser c'est-à-dire pour cette fiche, tout simplement, à savoir le PIB, que nous allons désormais représenter sous forme de Y, ensuite le taux d'inflation et puis le taux de chômage. Alors, donc, finalement, la macroéconomie, il s'intéresse contrairement à la microéconomie au comportement collectif des agents ou des secteurs institutionnels, à savoir les ménages, les entreprises, l'administration publique, les institutions financières et le reste du monde. Donc c'est le comportement et les décisions prises par ces différents secteurs institutionnels qui vont avoir une influence directe sur les phénomènes économiques globaux, c'est-à-dire sur la structure du PIB. Vous savez très bien que pour savoir ou pour faire un état de santé d'une économie ou d'un pays, il suffit tout simplement d'observer son PIB pour savoir s'il se porte bien et si vraiment les choses se passent comme souhaité. Bien, alors, quand on parle de la macroéconomie, l'objectif de tout pays ou de toute économie, c'est quoi? C'est tout simplement arriver à réaliser un équilibre entre l'offre globale et la demande. Donc d'un point de vue théorique, l'analyse macroéconomique a été depuis toujours
au cœur des affrontements doctrinaux assez vifs. Mais par souci de simplification au niveau de la matière, c'est-à-dire de tout le module, nous allons juste aborder deux approches théoriques, à savoir l'approche classique et l'approche keynésienne. Donc nous allons d'abord commencer par l'approche classique. Donc quand on parle de l'approche classique, c'est une approche d'ailleurs qui a eu lieu ou qui a tout simplement apparu au XVIe siècle avec un certain nombre de penseurs comme Jean Boudin, David Hume et j'en passe. Et puis il a été reformulé par les classiques, à savoir David Smith, David Ricardo, Jean Stuart Mill, etc. Et puis modernisé et reformulé par les néoclassiques comme Alfred Marshall, Pigou et puis Léon Walras. Voilà, alors sur quoi repose l'analyse classique? L'analyse classique repose tout simplement sur la loi de l'offre. Ça veut dire quoi? Alors la loi de l'offre, la loi de débouché, vous pouvez l'appeler comme bon vous semble, de débouché de Jean-Baptiste C, qui stipule que chaque offre crée sa propre demande. Chaque offre crée sa propre demande, c'est-à-dire tout simplement que l'analyse classique est basée sur l'offre. Alors l'analyse classique ou la théorie classique, c'est une analyse qui est basée sur l'offre. C'est l'offre qui est intéressante pour les classiques. En fait, ils disent tout simplement que la source de la richesse, c'est l'offre. C'est l'offre qui constitue tout simplement la richesse. La demande est adaptée avec cette offre. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas à l'offre de s'adapter avec la demande, mais c'est l'emploi. C'est-à-dire à utiliser tous les facteurs de production, c'est-à-dire le facteur travail et puis le facteur capital. Alors, pardon, on a été coupé. Voilà, alors je disais que cette loi de l'offre qui va nous permettre par la suite d'arriver à cette égalité entre l'offre globale et la demande globale. Donc finalement, l'offre ne doit pas bouger, c'est-à-dire que l'offre, pour les classiques, le volume de transactions, il est constant. Les entreprises doivent utiliser leur capacité maximale de production. Et finalement, pour justement, c'est-à-dire si par hasard un déséquilibre surgit, si l'offre est supérieure à la demande, par quoi, si par exemple, supposons que l'offre est supérieure à la demande, comment revenir à cette situation d'équilibre? Eh bien tout simplement à travers ce qu'on appelle le mécanisme des prix flexibles, c'est-à-dire qu'on va tout simplement baisser les prix. Alors la baisse des prix va faire de sorte à ce que l'équilibre va finir par se rétablir. La même chose si l'inverse, si l'offre est inférieure à la demande, et bien tout simplement nous allons augmenter les prix et à ce moment-là nous allons revenir à la situation d'équilibre. Donc c'est la raison pour laquelle en fait l'approche classique c'est une approche qui est basée sur l'offre et que les mécanismes d'ajustement. Vous m'excusez s'il vous plaît pour la qualité de la diffusion, c'est la première fois de toute ma vie que je fais un live. Du coup, si je suis un peu maladroite, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, le mécanisme, je disais en fait que l'ajustement, c'est-à-dire l'ajustement entre l'offre et la demande, se fait par le biais du mécanisme des prix flexibles. C'est-à-dire finalement que pour les classiques, ils disent que le fait qu'une crise de surproduction ou de sous-production surgisse est quasiment impossible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce mécanisme magique-là du prix flexible qui va faire de sorte à chaque fois de revenir à l'équilibre, quelle que soit la situation du marché. Par ailleurs, les classiques également distinguent. Pour appuyer le raisonnement, il distingue entre deux périodes. La courte période, les classiques, distinguent entre deux périodes. Alors, la courte période,
et la longue période. Qu'est-ce que ça veut dire la courte période? La courte période, tout simplement, c'est une période suffisamment courte pour la variabilité uniquement d'un seul facteur de production. Je répète, alors la courte période, c'est la période suffisamment courte pour la variabilité d'un seul facteur de production. Et dans la courte période, Y, donc le PIB dépend de quoi, ou la production nationale dépend de quoi? Dépend tout simplement de la combinaison du facteur capital et du facteur travail. En courte période, le facteur capital est toujours fixe. Il n'y a que le facteur travail qui varie. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Imaginons, donc pour vous expliquer ça, je vais d'abord passer par un raisonnement microéconomique, mais c'est tout simplement pour vous montrer pourquoi. Pourquoi le facteur capital, est-ce qu'il est fixe, et pourquoi le facteur travail, est-ce qu'il est variable. Donc, imaginons une entreprise qui vient de démarrer son activité. Alors, il a besoin de quoi? Il a besoin d'un capital, en numéraire ou en nature. Alors, je cite l'exemple des machines. Il va acheter des machines. Ensuite, il va recruter un certain nombre de personnes qui vont tout simplement travailler pour la production, pour tout simplement produire. Bien, alors, lorsqu'on va acheter les machines, on sait très bien que les machines, ce sont des investissements, ce sont ce qu'on appelle des immobilisations ou des biens durables. Une machine acheté avec un investissement, avec un prix faramineux et qui est généralement, vous savez que pour les grandes machines, ils sont amortissables sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est-à-dire ce sont vraiment des immobilisations durables. Donc on va pas, l'entrepreneur en question ne va pas changer le capital des machines au bout d'un mois, de 2 mois ou de 3 mois. Il va tout simplement changer ces machines à partir du moment où ils vont devenir totalement amortis. Totalement amorti, c'est-à-dire quoi? Si j'ai une machine que j'ai achetée et qui est amortissable sur 10 ans, je ne vais la changer c'est-à-dire qu'à partir de 10 ans ou plus. Ça dépend s'il y a une valeur résiduelle ou pas. Mais l'essentiel, c'est qu'à partir de 10 ans, c'est à ce moment-là que ça va commencer à bugger et que peut-être les coûts de sa réparation dépassent son rendement. Et c'est à ce moment-là qu'on va justement la changer. Par contre, pour le facteur travail, on peut le changer en fonction des besoins de l'entreprise. Si on a besoin de recruter, on va recruter. Si c'est-à-dire si un travailleur ou des travailleurs sont insatisfaits des conditions de travail, à ce moment-là, ils peuvent tout simplement déposer leur démission, etc. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que toujours en courte période, le facteur capital est fixe et le facteur travail est variable. Alors en longue période, puis la longue période, donc je vous ai dit que les classiques distinguent entre 2 périodes, la courte période et la longue période. En longue période, le volume de production va dépendre de quoi? De la variabilité de tous les facteurs de production. C'est-à-dire que dans la longue période, vous allez avoir même le facteur capital que je vous ai dit tout à l'heure qui est fixe va devenir variable. Il va devenir variable pourquoi? Eh bien, tout simplement, comme je vous ai dit, parce que dans la longue période, les machines vont commencer à bugger et donc d'où la nécessité, ou tout simplement, ils vont cesser de fonctionner, d'où la nécessité justement de les remplacer. Donc voilà grosso modo sur quoi s'articule. Donc j'ai essayé de synthétiser, ça vous l'avez déjà vu dans le cours. C'est juste tout simplement pour établir ce fil conducteur et pour que vous puissiez par la suite suivre avec moi. Voilà, alors après avoir fait ça, nous allons directement passer à notre fiche et nous allons commencer par l'exercice numéro 1. Alors, n'hésitez pas, s'il vous plaît, lorsque je vais commencer à corriger l'exercice, si vous avez des questions, n'oubliez pas justement de m'arrêter si vous avez besoin que je réexplique ou si je n'ai pas bien expliqué quelque chose ou si j'ai fait une omission ou quoi que ce soit. N'hésitez pas, s'il vous plaît, en commentaire. Donc, je vais essayer d'expliquer au fur et à mesure, de faire attention à ce que vous écrivez dans les commentaires. Très bien. Alors, je disais, on va commencer directement par le premier exercice. Alors, au niveau du premier exercice, vous avez soit une économie fermée dont la fonction de production est Y dépend de N. N étant le niveau d'emploi, ND, NO, WP. Alors, ND, c'est la demande de travail. NO, c'est l'offre de travail.
W, c'est le taux de salaire nominal, et puis P, c'est le niveau général des prix. Donc, je vais aller mollo, je vais expliquer chaque élément. Après, je vais passer à la première question. Alors, soit une économie fermée. Alors, la première chose qui attire notre attention, c'est de d'abord savoir ou de comprendre ce qu'on entend dire par une économie fermée. Qu'est-ce que c'est qu'une économie fermée? Alors, une économie fermée, tout simplement, c'est une économie qui vit en autarcie. Ça veut dire quoi en autarcie? Ça veut dire tout simplement qu'il n'entretient pas des relations avec le reste du monde. Quand je dis des relations, étant donné que nous sommes... que nous faisons de la macroéconomie, c'est-à-dire des relations d'exportation et d'importation, mais également des flux de capitaux. Donc c'est une économie fermée, c'est une économie sans le reste du monde, ou c'est une économie qui fait ce qu'on appelle l'autoproduction. Et tout ce qu'il produit est vendu dans le territoire national et que rien n'est destiné à l'export, et en même temps c'est une économie qui fait ce qu'on appelle l'autosuffisance. C'est-à-dire qu'il ne va pas recourir aux importations pour subvenir aux besoins des secteurs institutionnels, particulièrement des ménages, etc. etc. Voilà, donc l'économie fermée, pour vous expliquer davantage, je vais revenir au circuit économique, mais rapidement. C'est juste pour vous montrer comment peut-on justement visualiser un tout petit peu cette économie fermée. Donc là, nous avons les ménages, puis là, vous avez les entreprises, et au milieu, vous avez le marché de travail. Alors, le marché de travail ou le travail en macroéconomie est représenté par L. L, c'est-à-dire labor, c'est le travail en anglais. Alors, les ménages, ils font quoi? Les ménages, ils fournissent leur force de travail aux entreprises. La rencontre entre les entreprises et les ménages s'opère ou se fait sur le marché du travail. Évidemment, lorsque les ménages vont travailler pour le compte des entreprises, les entreprises ils vont faire quoi? Ils vont rémunérer ce facteur travail, c'est-à-dire ils vont rémunérer cette force de travail des ménages. Bon, c'est vrai que là, j'ai pas d'autres stylos parce que là, c'est un flux réel, et puis là, c'est un flux monétaire. Bon, c'est pas grave. Donc, la rémunération, le prix du travail, c'est quoi? La rémunération du travail, c'est quoi? Et bien, tout simplement, c'est le salaire. Le salaire est représenté par W et non pas par S. Parce qu'en fait, toutes les abréviations sont en anglais. Le salaire, c'est wage en anglais, tout simplement. Voilà. Alors, du moment que les ménages vont travailler au profit pour le compte des entreprises, les entreprises vont rémunérer le facteur travail et vont verser les salaires aux ménages. Les ménages, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce salaire? Ils vont le consommer. C'est-à-dire qu'ils vont partir sur le marché des biens et services pour tout simplement acheter des produits de consommation dont ils ont besoin pour subvenir à leurs besoins. Donc, finalement, les ménages vont consacrer une partie de leur salaire à la consommation. Donc, une partie du salaire sera consacrée à la consommation. Alors, ils travaillent au profit des entreprises. Ils font quoi? Ils font quoi? Ils font de la production. Alors, la production faite par les entreprises, elle est vendue ou elle est écoulée sur le marché des biens et services. Et éventuellement, cette production sera achetée par les ménages. On sait également pertinemment que les ménages ne consomment pas uniquement. Ils consomment, mais également, la partie non consommée est épargnée. Alors, les ménages épargnent sur ce qu'on appelle le marché des fonds prêtables. Alors, le S, c'est le saving, c'est l'épargne, tout simplement. Du moment que les ménages vont épargner, c'est-à-dire que sur le marché des fonds prêtables, on trouve des institutions financières, en particulier les banques. Les banques, ils vont faire quoi? Ils vont collecter l'épargne des ménages, ils vont le transformer ils vont l'accorder aux entreprises sous forme de crédit. Parce qu'en fait, les ménages, bon, ça c'est une règle générale parce que le raisonnement s'opère d'un point de vue macroéconomique
même les ménages peuvent recourir au crédit, etc., etc. Mais c'est tout simplement les investissements faits par les entreprises sont largement plus importants et plus conséquents que les investissements réalisés par les ménages. C'est la raison pour laquelle, d'un point de vue macroéconomique, on reconnaît plus l'investissement réalisé par les entreprises, vu tout simplement son importance. Donc, du moment que la banque va collecter l'épargne des ménages, et ben, tout simplement, il va l'accorder sous forme de crédit aux entreprises. Évidemment, les ménages versent également des impôts à l'État. Voilà. Donc, l'impôt versé va être encore une fois transformé en dépenses publiques. Alors, l'État va collecter l'impôt versé par les ménages, il va le transformer en dépenses publiques pour, par exemple, la construction d'un barrage, la construction d'un pont, la construction d'un hôpital public, d'une école publique, etc. Et finalement, pour construire ce barrage ou pour construire ce pont, etc., et bien, tout simplement, l'État va recourir à l'expertise des entreprises spécialistes dans le domaine de la construction, c'est-à-dire ça se fait par un appel d'offres public, comme je vous ai déjà expliqué dans les premières séances de TD. Donc tout ça, alors j'ai reproduit ce circuit économique. Pourquoi? Pour tout simplement vous dire que ça, alors ça c'est quoi? Ça, c'est une économie. C'est une économie fermée avec État. Voilà donc une économie fermée. C'est une économie qui se compose des ménages, des entreprises, des institutions financières et puis de l'État. Vous voyez que finalement, le reste du monde ne fait pas partie justement de ce circuit-là. C'est ça ce qu'on entend dire par une économie fermée tout simplement. Alors, je reviens vers... alors, s'il vous plaît... Le livre sera enregistré. Alors, une fois terminé, je vais vous demander comment je vais faire pour enregistrer le live. Oui, je compte le laisser enregistrer justement sur le groupe. Mais je ne sais pas, j'ai jamais fait ça, franchement. J'ai jamais fait un live, du coup, je ne sais pas vraiment comment ça se passe. Donc, vous me dites vers la fin comment je vais faire pour l'enregistrer, parce que vraiment, je voudrais qu'il reste sur le groupe. Comme ça, les personnes qui n'ont pas pu assister au live peuvent éventuellement revenir pour avoir tout simplement la correction de la fiche. Voilà, alors je reviens vers l'exercice. Voilà, donc nous avons expliqué ce qu'on entend dire par l'économie fermée. En fonction, ensuite, vous avez la fonction de production. Alors, la fonction de production dépend uniquement de n, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'ici, on opère un raisonnement dans la courte période. On imagine que le facteur capital est fixe, c'est-à-dire c'est la raison pour laquelle il n'est pas pris en considération ici. N étant le niveau d'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire, le niveau d'emploi? N, c'est le niveau d'emploi. Alors, le niveau d'emploi veut dire tout simplement, c'est la population active occupée. C'est la population active occupée. Ça veut dire quoi, la population active occupée? Ça veut tout simplement dire, c'est le nombre, le N représente, elle a le nombre, les personnes qui travaillent dans cette économie. C'est le nombre de salariés dans cette économie-là. Ensuite, nous avons quoi également? Nous avons aussi le ND. Alors, le ND, c'est la demande de travail. ND, c'est la demande de travail et généralement, les étudiants font vraiment une confusion et un amalgame entre la demande de travail et la demande d'emploi. Ce sont deux choses qui sont extrêmement différentes. Donc, je vais vous expliquer d'abord la différence entre la demande d'emploi, la demande de travail et on va préciser qui demande le travail et qui offre le travail et avant justement d'aller plus dans le détail. Alors, quand je dis demande de travail, ND, alors ND, c'est la demande de travail. Qui demande de travail?
qui demande le travail, est-ce que c'est les ménages ou est-ce que c'est les entreprises? Alors, généralement, quand je pose cette question, pour certains, c'est une question existentielle. Il y en a ceux qui disent que c'est les ménages, d'autres c'est les entreprises, tout simplement parce que vous faites la confusion entre la demande de travail et la demande d'emploi. Alors, ceux qui demandent le travail, ce sont les entreprises. La demande de travail émane des entreprises et non pas des ménages. Et puis, le NO, c'est l'offre. Je vais vous expliquer pourquoi. L'offre de travail. Et l'offre de travail émane, quant à elle, des ménages. Des ménages. Donc, je vais vous expliquer pourquoi je vais revenir au circuit macroéconomique. Tout à l'heure, je vous ai dit que les ménages, qu'est-ce qu'ils offrent? Les ménages, ici, offrent quoi? Les ménages offrent le travail. L'offre de travail, c'est quoi? Eh bien, c'est le NO. Il offre le travail à qui? Aux entreprises. Donc, les entreprises, ils font quoi? Les entreprises demandent le travail des ménages. Par contre, vous, généralement, quand on vous pose la question, pour ceux qui me disent que la demande de travail, parce que généralement, la demande, automatiquement, c'est les ménages. Quand on dit la demande de travail, ils me disent, madame, la demande de travail, c'est les ménages qui demandent le travail. Non, les ménages demandent l'emploi et non pas le travail. Alors celui-là, il demande un emploi, il demande un poste ici. Mais ici, on ne raisonne pas en termes de demande d'emploi, mais en termes de demande de travail et d'offre de travail. Donc le ménage demande de l'emploi et offre le travail. Les entreprises demandent le travail et offrent un emploi. C'est bon? Donc, il faut vraiment tenir compte de ça. Très bien. Alors, la demande de travail émane des entreprises. Et puis, l'offre émane des ménages. Donc, voilà, donc, la confusion a été c'est-à-dire nuancée pour ne pas refaire cette erreur-là. Puis là, vous avez le W. Alors, le W, c'est quoi? Le W, c'est le salaire nominal. C'est quoi le salaire nominal? Le salaire nominal, tout simplement, c'est le salaire qui apparaît sur la fiche de paye. Ça peut être un salaire horaire, ça peut être un salaire journalier, ça peut être un salaire hebdomadaire, ça peut être un salaire mensuel. Donc finalement, ça dépend du contrat que vous avez établi ou que les salariés ont établi avec leur patron. Donc ça, c'est le salaire nominal. Le salaire nominal, il est exprimé en unité monétaire. Ça veut tout simplement dire la valeur ou la rémunération du travail qui apparaît sur la fiche de paye. Ensuite, vous avez le P. Et bien, le P, c'est tout simplement le niveau général des prix. Le niveau général des prix, c'est quoi? Je l'ai déjà expliqué. Le niveau général des prix veut dire tout simplement la moyenne des prix d'un panier représentatif des biens et services consommés par les ménages. Et généralement, c'est un panier qui est composé des produits de première nécessité. Voilà donc les différents éléments ont été clarifiés, à savoir le ND, le NO, le W et le P. Donc nous avons dit que le ND, c'est la demande de travail qui émane des entreprises. Le NO, c'est l'offre de travail qui émane des ménages. Le W, c'est le salaire nominal, c'est-à-dire le salaire qui figure sur la fiche de paye. Et puis le P, c'est le niveau général des prix qui représente la moyenne pondérée, tout simplement, des produits consommés par les ménages. Donc, allez-y rapidement, on passe à la première question. Si ND est égal à 20 moins 3W sur P, alors le W sur P représente ici le salaire réel. Donc, il va falloir qu'on s'arrête un petit moment pour expliquer la différence entre le salaire réel et le salaire nominal. Alors ça, c'est le salaire. Qui peut me dire quelle est la différence entre le salaire réel et le salaire nominal? Alors, quelle est la différence entre ça et entre ça? La différence, tout simplement, c'est que, comme je vous ai dit, ça, c'est votre salaire que vous touchez. Bon, on va prendre l'exemple d'un salaire mensuel et on va prendre l'exemple de deux personnes. Imaginons deux personnes, une qui travaille à Meknes et qui touche un salaire de 8 000 dirhams et une autre qui travaille à Casa et qui touche également 8 000 dirhams. Bon, concrètement, les deux personnes touchent le même salaire
nominal. Donc les deux personnes touchent un salaire nominal de 8000 dirhams. Mais est-ce qu'ils ont tous la même perception de ce salaire? C'est-à-dire, est-ce que tous les deux perçoivent la même, c'est-à-dire ce salaire-là de la même manière? Alors, il y a quelqu'un qui me répond, qui me dit W sur P, ça donne un salaire exactement, oui. Alors, le W sur P, c'est le salaire réel. Moi, maintenant, je cherche tout simplement à savoir quelle est la différence entre le salaire nominal et le salaire réel. Donc, je reviens vers mon explication. Je disais que, imaginons deux personnes, une qui travaille à Meknes, une autre qui travaille à Casa, mais qui toutes les deux touchent un salaire de 8000 dirhams. Est-ce qu'ils vont percevoir le salaire de la même manière? Non. Alors forcément, la personne qui est à Meknes, peut-être, bon, j'extrapole, mais j'imagine qu'il sera contente avec son salaire de 8000 dirhams, tout simplement parce que le niveau de vie à Meknes est vachement moins, on va dire, moins cher par rapport au pouvoir d'achat à Casa. Et donc, ce qui fait que le salaire réel, ils ont le même salaire nominal, mais ils n'ont pas le même salaire réel. Ils n'ont pas le même salaire réel parce que tout simplement, le salaire réel, il fait quoi? Il mesure le pouvoir d'achat du salaire nominal. Autrement dit, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce salaire-là? Il faut répondre à cette question, est-ce que ce salaire de 8000 dirhams va me suffire ou pas? Alors, celui qui est à Meknes, il va dire oui, parce que tout simplement, le loyer est moins cher si on le compare avec le loyer à Casa. Le niveau de vie de manière générale est moins cher ici par rapport à Casablanca. Par contre, celui qui est à Casa, lorsqu'il va comparer son salaire nominal avec le niveau général des prix, il va se rendre compte que finalement, 8000 dirhams ne va pas suffire pour faire grand-chose. Une autre manière pour... j'espère que c'est clair. Une autre manière pour on va dire, percevoir la différence entre le salaire réel et le salaire nominal, imaginons, on va rester ici, imaginons qu'un agent économique, qu'une personne tout simplement, touche un salaire de 8000 dirhams et que plus tard, quelques mois plus tard, son patron le gratifie avec une augmentation de salaire de 5%. Donc finalement, son salaire va passer de 8000 dirhams. Donc ça, c'est à l'instant T0. Et là, c'est à l'instant T1. Alors, je vais essayer de faire le calcul rapidement. Hop. Voilà. Alors, lorsque son salaire va augmenter de 5% fois 1,05. Voilà. Donc, son salaire va devenir de 8400 dirhams. Bon, c'est une très bonne chose. Voyez-vous que son salaire, il a augmenté. Il est passé de 8000 dirhams à 8400 dirhams. C'est une très bonne chose. Mais dans la même période, ce que la personne ne connaît pas, c'est que le niveau général des prix, à son tour, a augmenté, par exemple, de 8%. Et imaginons ici, lorsqu'il touchait un salaire de 8000 dirhams, il consacrait 7000 dirhams à la consommation, il épargne 1000 dirhams. Alors, lorsque son salaire va passer de 8000 dirhams à 8400 dirhams, il va se dire, tiens, c'est-à-dire que je vais toujours continuer à consommer 7000 dirhams. C'est très bien que bon, la consommation des ménages ne change pas d'une manière vraiment très importante. Finalement, il va se dire que bon, alors ces 400 dirhams, ce surplus-là, je vais tout simplement le lisser dans le temps. C'est-à-dire je vais l'épargner pour des consommations futures. Mais ce qui se passe, est-ce que vraiment, ce qu'il a l'habitude d'acheter avec 7000 dirhams, après que les prix aient augmenté de 8%, est-ce qu'il va toujours continuer justement à consommer 7000 dirhams? Eh bien, la réponse tout simplement est non. Pourquoi? Parce que tout simplement, du moment que les prix vont augmenter, c'est-à-dire ce qu'il a l'habitude d'acheter avec 7000 dirhams, désormais, il va l'acheter à 7000 consommations, 7560. Comment j'ai fait? Eh bien, tout simplement, j'ai pris les 7000, ce qu'il a l'habitude d'acheter, fois 1,08, c'est-à-dire plus l'augmentation. Donc, j'ai incorporé l'augmentation ici. Et donc, voyez-vous qu'il ne consomme plus 7000 dirhams de son salaire, mais il consomme 7560.
Alors, moins 8400, ça nous donne quoi? Ça nous donne que ce qui va épargner, c'est uniquement 840. Est-ce que son salaire a véritablement augmenté? Bon, en valeur nominale, oui, son salaire il a augmenté de 400 unités monétaires. Mais quand on compare cette augmentation avec le niveau général des prix qui a à son tour grimpé de 8%, on se rend compte que cette personne-là était victime d'une illusion monétaire. C'est-à-dire que oui, son salaire a augmenté de 400 unités monétaires. D'autre part, le niveau général des prix a augmenté de 8%. Et puis finalement, il a perdu en pouvoir d'achat. Son pouvoir d'achat ne s'est pas amélioré, mais il a au contraire, son pouvoir d'achat, il a baissé. C'est-à-dire qu'il vivait mieux lorsqu'il touchait un salaire de 8000 dirhams. Donc voyez-vous que finalement tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que faut pas confondre le salaire nominal, c'est-à-dire le salaire en valeur nominale ou le salaire tout simplement qui figure sur la fiche de paye, et puis le salaire réel. Le salaire réel, c'est quand on le compare avec le niveau général des prix. Et donc quand on découvre l'inflation, on se rend compte que des fois, comme je vous ai dit, on se rend compte qu'on était victime d'illusions monétaires dont a parlé Keynes et qu'on va voir dans le second chapitre. J'espère que c'est clair la différence entre le salaire nominal. Alors, il y a quelqu'un qui m'a répondu, le salaire nominal est mesuré en unités monétaires et le salaire réel est mesuré par le pouvoir d'achat. Très bien, du salaire nominal en termes de biens et services. Très bien. Donc, voyez-vous que la différence est nettement claire entre le salaire nominal et le salaire réel. Bien, alors je vais revenir à la première question. Et au niveau de la première question, on nous demande quoi? On nous demande tout simplement de calculer le taux de salaire réel d'équilibre et le niveau d'emploi. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'objectif de toute économie, c'est tout simplement de réaliser l'égalité entre l'offre globale et la demande globale. C'est ce qu'on appelle l'équilibre global ou l'équilibre général. Pour arriver à cet équilibre global ou à cet équilibre général, il faut passer par ce qu'on appelle les équilibres partiels. C'est-à-dire quoi les équilibres partiels? C'est-à-dire des équilibres sur différents marchés. Et au niveau de cet exercice 1, au niveau de l'exercice 1, vous pouvez faire comme moi. Alors, cet exercice traite tout simplement l'équilibre sur le marché de travail. Donc ça, c'est un équilibre partiel. Ce qu'on va faire maintenant, c'est l'équilibre partiel. Donc sur le marché de travail, la condition d'équilibre, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est d'assurer l'égalité entre la demande de travail et l'offre de travail. C'est ça la condition d'équilibre sur le marché de travail. Et donc, voilà, ce qui reste, c'est vraiment fastoche, c'est rien du tout. On va tout simplement prendre cette égalité, on va remplacer chaque élément par sa valeur. ND est égal à quoi? ND est égal à 20 moins 3 taux de salaire réel. C'est ça, oui, est égal. Alors, l'offre de travail, quant à elle, est égale à 10 plus taux de salaire réel. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre toutes les valeurs avec la variable inconnue ici est égal à 20 moins 10. Donc, ça nous fait 4. Taux de salaire réel est égal à 10. Taux de salaire réel est égal à 2,5 et j'encadre le résultat. Donc le taux de salaire réel est égal à 2,5. Vous voyez-vous que c'est très simple, c'est très facile. Si vous arrivez justement à voir le cheminement et à comprendre l'approche classique, ce qu'il met en jeu, etc., vous allez voir que le risque est vraiment très facile. Ensuite, après avoir calculé le taux de salaire réel, on vous demande également de déterminer le niveau d'emploi d'équilibre. Bon, pour déterminer ou pour calculer le niveau d'emploi, eh bien, tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer soit dans la fonction de la demande, soit dans la fonction de l'offre. N, niveau d'emploi. Alors, nous avons le NO est égal à NT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux remplacer soit dans la fonction de l'offre, soit dans la fonction de la demande. Alors, en ce qui me concerne, je vais remplacer dans la fonction... Bon, je vais remplacer dans les deux pour vous montrer que ça donne la même chose. NO est égal, je vais remplacer quoi? Eh bien, 10 plus le résultat de tout à l'heure.
Donc, nous avons dégagé un taux de salaire réel qui est égal à 2,5. Donc, je remplace le W tout simplement sur P, le taux de salaire réel, par 2,5. Donc, ça me fait 12,5. Je fais la même chose pour le ND. Est égal à quoi? Est égal à 20 moins 3. Taux de salaire, 3 fois 20 moins 3 fois 2,5 est égal également à 12,5. Donc, le niveau d'emploi d'équilibre est égal à 12,5. Voilà. J'espère que c'est clair. Bon, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions. Bien, alors je continue. Deuxième question. Au niveau de la deuxième question, on vous demande d'évaluer le chômage si W est égal à 15 et P est égal à 3. Alors, 2, évaluer le chômage si... Alors, évaluer le chômage si le salaire nominal est égal à 15 et si P est égal à 3. Alors, comment nous allons faire? Ben, c'est très simple. Alors, ce que nous allons faire tout simplement, c'est que nous allons prendre la fonction de l'offre, d'accord? Et nous allons remplacer le W par 15 et puis le P par 3. NO est égal à quoi? Est égal à 10 plus W est égal à 15. Voilà, donc je remplace le W par 15 et puis je remplace le P par 3. Donc ça me fait 15 divisé par 3, c'est 5, plus 10, ça fait 15. NO est égal à 15 et j'encadre le résultat. Je fais la même chose avec ND. ND est égal à 20 moins 3 fois, alors W est égal à 15 et puis P est égal à 3. Voilà, alors ça me fait 15 divisé par 3, ça fait 5. Bon, ça me fait tout simplement 5, voilà. ND est égal à 5. Donc je barre, ça me fait 20 moins 5. Ça me fait 5. Et j'encadre justement le résultat. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque tout simplement que NO est supérieur à ND. C'est-à-dire que l'offre de travail, sachant que l'offre de travail émane des ménages, est supérieure à ND, c'est-à-dire à la demande de travail qui émane des entreprises. Donc pour calculer le chômage, on le note U, unemployment, est égal à quoi? Est égal à NO moins ND. Et je remplace. Quelle est la valeur de NO? C'est 15. Quelle est la valeur de ND? C'est égal à 5. La différence, c'est quoi? C'est 10. Alors le chômage est égal à 10. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire tout simplement qu'il y a 10 millions de personnes dans cette économie qui sont en chômage. Voilà, tout simplement. Bon, là, on ne vous demande pas de qualifier ce chômage. On vous a juste demandé d'évaluer le chômage. Donc, du moment qu'on dégage un chômage, la question qui doit effleurer notre esprit, ou qu'on doit se poser, quelle est la nature de ce chômage? Autrement dit, est-ce qu'il s'agit d'un chômage volontaire ou est-ce qu'il s'agit d'un chômage involontaire? C'est-à-dire que, est-ce que ce sont les ménages qui ont choisi c'est-à-dire qui n'ont... Est-ce que ce sont les ménages qui subissent ce chômage, c'est-à-dire tout simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé d'opportunité d'emploi, ou est-ce que c'est par choix, parce que tout simplement ils revendiquent qu'ils ont des prétentions salariales assez élevées comparativement au salaire du marché? Donc, la réponse, tout simplement, pour les classiques, ça c'est très important. S'il vous plaît, notez ça et vous devez vraiment vous en rappeler parce que pour les classiques, il n'existe pas quelque chose qui s'appelle un chômage involontaire. Pour les classiques, je vais l'écrire. Pour les classiques, le chômage est toujours volontaire. Et je souligne volontaire. Pourquoi est-ce qu'il est volontaire? Tout simplement parce que les classiques,
il voit en chômage un dysfonctionnement du marché de travail. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, que les classiques, alors pour les classiques, l'offre est toujours égale à la demande, et que si un déséquilibre surgit, et ben tout simplement, l'ajustement va se faire avec le mécanisme des prix flexibles. Des fois, le chômage persiste. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les ménages, ils revendiquent un salaire supérieur au salaire du marché. Donc, le chômage est volontaire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les ménages demandent un salaire supérieur au salaire du marché, tout simplement. Et que les entreprises sont toujours prêtes à embaucher tant que les ménages acceptent justement le salaire du marché. Voilà donc, en ce qui concerne justement l'évaluation du chômage. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que pour calculer le chômage, il faut tout simplement faire la différence entre l'offre de travail et la demande de travail. Du moment que vous dégagez justement la valeur du chômage, comment vous allez faire pour interpréter ça? Et bien tout simplement, vous allez dire que pour les classiques, le chômage est toujours volontaire parce que ce sont les chômeurs qui refusent de travailler avec le salaire du marché. Troisième question. Au niveau de la troisième question, on vous demande de représenter graphiquement la situation du marché. Bon, je vais essayer de représenter la situation du marché, bien que je ne dispose pas vraiment d'une règle ou du matériel nécessaire. Alors pour représenter la situation du marché, on aura besoin d'un graphique, évidemment de deux axes. L'axe des abscisses, au niveau duquel je vais mettre le niveau d'emploi, et puis l'axe des ordonnées au niveau duquel je vais mettre le salaire réel. Donc, pour représenter la situation du marché, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous aurez besoin tout simplement de tracer la fonction d'offre de travail, la fonction de l'offre et puis la fonction de la demande. Pour ce faire, vous aurez besoin de 2 points pour chaque fonction. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord prendre les points d'équilibre. Donc, nous avons besoin de 2 points. Mathématiquement, évidemment, pour tracer une droite, nous avons besoin de 2 points. Premier point, pour le ND, je vais commencer par la fonction de demande. Tout à l'heure, nous avons dégagé un salaire réel d'équilibre de 2,5 et un niveau d'équilibre de 12,5. Ensuite, nous allons juste utiliser les points que nous avons dégagés tout à l'heure. Rien d'extraordinaire. Tout à l'heure, lorsqu'on vous a demandé d'évaluer le chômage ici, ici nous avons calculé pour le ND, nous avons pour un salaire réel. Alors pour le salaire réel, c'est 15 divisé par 3, donc ça nous fait 5. Pour ND, le salaire réel est égal à 5. Évidemment, si W est égal à 15 et le niveau général des prix est égal à 3, et N est égal à quoi? N est égal à 5. Pour le NO, alors ça c'est pour le ND. Pour le NO, également, nous avons besoin de 2 points. Alors, nous allons toujours reprendre le point d'équilibre, puisqu'en fait, c'est le point d'équilibre NO. Alors, le salaire d'équilibre est égal à 2,5 et le niveau d'emploi d'équilibre est égal à 12,5. La même chose, et je reprends les points que j'ai utilisés tout à l'heure, à savoir NO, salaire réel est égal à 5, la même chose. Si W est égal à 15 et P est égal à 3, et NO est égal, excusez-moi, le NO, il est où? Voilà, NO est égal à 15. Voilà. Donc, j'aurai besoin de ça, puis de ça, de ça, de ça pour la fonction d'offre de travail. Donc, je vais commencer par l'offre. Je vais mettre le 2,2 ici et puis 5 ici. Voilà. Et ensuite, pour le N, nous avons 12,5. Donc, je vais mettre 5 ici. Ensuite, 10. La moitié, c'est 12,5. Puis là, nous avons 15. Voilà. Donc, pour la fonction d'offre de travail,
pour 2,5, pour un salaire, pour un taux de salaire réel de 2,5, n est égal à 12,5. Donc c'est le point d'équilibre. Ça c'est le point d'équilibre, ça c'est le point de rencontre de la fonction de l'offre et de la fonction de demande. Alors si le salaire réel, le taux de salaire réel est égal à 5, à ce moment-là, NO est égal à 15. Hop. Voilà, donc je vais le faire avec ma main. Ça c'est le NO. Je vais faire la même chose avec le ND. Donc c'est rien du tout, ça vous l'avez déjà vu au lycée, au collège je pense. Alors W sur P, ça c'est le taux de salaire réel d'équilibre, 2,5. Puis le niveau d'emploi est égal à 12,5. C'est le point de rencontre entre la fonction de l'offre et la fonction de la demande. Ensuite, ça c'est NO, ça c'est ND. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que j'ai mélangé les choses. Non. Bon, on s'en fout, on va mettre... Ça c'est ND. Ça c'est la demande de travail, voilà. Alors, ensuite, nous avons pour la fonction de l'offre, excusez-moi, je vais m'assurer que je fais les choses correctement. Oui, ça c'est l'offre. Ah oui, je suis ici. Ah non, je suis maladroite. Alors voilà, donc nous avons 5, et puis ND est égal à 5. Donc voilà, ça c'est... Hop, je lis les deux points. Et ça me fait la fonction de la demande. Ça, c'est la fonction de l'offre, pardon. Ça, c'est la fonction de demande. Et puis là, vous voyez que le point d'équilibre, c'est justement le taux de salaire d'équilibre. Et puis, le niveau d'emploi d'équilibre, il est situé justement à ce niveau-là. Et puis finalement, après avoir représenté la fonction d'offre de travail et la fonction de la demande, ce qu'on vous demande également, c'est de représenter graphiquement la situation de marché. La situation de marché, c'est celle-là, mais il faut également dégager ce que nous avons calculé tout à l'heure, à savoir le chômage. Et le chômage, c'est quoi? Le chômage, c'est la différence entre ça et entre ça. C'est 15 moins 5, comme nous l'avons calculé tout à l'heure, qui est égal à 10. Donc, comment je vais le représenter au niveau du graphique? C'est cette partie-là. Toute cette partie représente le chômage qui est égal à 10, qui représente un chômage, tout simplement, c'est un chômage, comme je viens de vous le dire, est un chômage volontaire. Donc voilà grosso modo la situation de marché, comment il se présente. Donc je récapitule, vous avez ici la fonction de la demande de travail, puis la fonction de l'offre, la différence entre tout simplement l'offre de travail et la demande de travail représente le chômage, voilà, il est là. Ce chômage-là, il est qualifié de chômage tout simplement volontaire. Alors ça, c'est en ce qui concerne l'exercice 1. Pour l'exercice 2, au niveau de l'exercice 2, on vous dit quoi? On vous dit tout simplement que soit une économie où l'activité de production des biens et services est décrite par la fonction de production agrégée suivante, Y est égal moins 0,05 n au carré plus 10 000 n, où Y est le niveau de production de cette économie et N le niveau d'emploi du facteur travail. L'offre de travail agrégée obéit à la relation suivante, NO est égal moins 8000 plus, vous voyez que j'ai rectifié ici, moins 8000 plus 8 taux de salaire réel. Donc vous rectifiez s'il vous plaît, vous ajoutez un 8 ici, où W représente le taux de salaire nominal et P le niveau général des prix. Première question, établissez la fonction de demande de travail. Donc, contrairement tout à l'heure, on vous a donné la fonction de l'offre, et puis on vous a demandé la fonction de la demande. Et puis on vous a demandé tout simplement de dégager le taux du salaire réel. Alors, cette fois-ci, ce qu'on vous demande, c'est qu'on vous donne la fonction de l'offre, la fonction de production, et on vous demande de dégager la fonction de la demande de travail à partir de ces éléments-là. Alors, suivez avec moi, s'il vous plaît, je vais essayer d'y aller mollo. Normalement, quand on dit que la fonction de production est égale à... Fonction de production est égale à moins 0,05 n au carré plus 10 000 n, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire tout simplement que pour produire, nous avons besoin de quoi? Pour produire, nous avons besoin de combiner des facteurs de production, à savoir le facteur travail et le facteur capital. Pourquoi
nous cherchons à combiner les facteurs de production? Eh bien, tout simplement parce que les entreprises dans cette économie, c'est des entreprises qui font la production marchande, c'est-à-dire des entreprises à but lucratif qui cherchent tout simplement à gagner et à maximiser leurs profits. Très bien. Donc finalement, vous voyez que déjà la fonction de production dépend uniquement de N, toujours parce que nous sommes en train d'opérer un raisonnement dans la courte période. C'est bon? C'est la raison pour laquelle le facteur capital ne figure pas au niveau de la fonction de production. Donc pour dégager, l'entreprise va chercher quoi? Va chercher la demande, va demander un certain nombre de salariés qui vont lui permettre de maximiser son profit. Il aura besoin d'embaucher des personnes qui vont produire, mais la production qu'ils vont nous faire en tant qu'entreprise, il va nous permettre de maximiser notre profit. Donc d'où la fonction de la demande de travail la fonction de la demande de travail, de L, de travail, est obtenue tout simplement avec la condition de maximisation de profit. Bon, la condition de maximisation de profit, le profit est maximum quand? Allez-y, ça vous l'avez vu en microéconomie, avant même l'arrêt des cours. Alors, le profit est maximum lorsque la dérivée première du profit est nul. Ça, vous l'avez vu en microéconomie. Alors, allez-y, je m'arrête un petit moment pour lire les commentaires, si jamais vous avez des questions. Oui, ça ne peut encore arriver. Bon, il n'y a pas de questions apparemment, donc j'enchaîne. Voilà, donc j'enchaîne directement. Donc, je disais que normalement, ce qu'on cherche ici, c'est la fonction de demande de travail. Les entreprises vont chercher à recruter ou à embaucher des personnes qui vont leur permettre tout simplement de maximiser leur profit. La condition de maximisation de profit, c'est celle-là. Profit maximum. Alors, le profit maximum lorsque la dérivée première du profit est nulle. Le profit est égal à quoi? Le profit est égal tout simplement à la recette totale moins le coût total. La recette totale est composée de quoi? D'un point de vue microéconomique, c'est le prix fois la quantité. Au niveau de la macroéconomie, c'est le niveau général des prix fois la production nationale. C'est-à-dire, on va tout simplement prendre le volume de production réalisé dans cette économie et on va la multiplier fois le niveau général des prix dans l'économie en question. Le coût total, pour travailler, normalement pour travailler, on a besoin de quoi? On a tout simplement besoin de combiner des facteurs de production, à savoir d'abord le facteur travail, c'est-à-dire le coût de travail. Comment je pourrais quantifier le coût de travail? Pour vous expliquer ça, je vais encore une fois opérer un raisonnement microéconomique. Supposons une entreprise veut maximiser son profit. Pour savoir quel est le coût du facteur travail, il va faire quoi? Il va tout simplement recenser le nombre de personnes qui travaillent chez elle. Il va multiplier ce nombre-là fois leur salaire. Exemple, cette entreprise a recruté 5 personnes et que chaque personne touche 3000 dirhams. Donc, quel est le coût du travail? Eh bien, tout simplement, c'est 3000 fois 5. Donc, on en déduit quoi? On en déduit tout simplement que le coût du facteur travail, c'est le salaire que ces salariés touchent fois le N, fois le nombre de personnes qui travaillent dans cette économie. Les salaires fois le niveau, tout simplement, de l'emploi. Plus, alors on sait très bien que les facteurs de production sont au nombre de 2. Le facteur travail, mais également le facteur capital. Par contre, nous avons dit qu'en courte période, le facteur capital est toujours fixe. Il est fixe. Pourquoi est-ce qu'il est fixe? Parce que tout simplement, on va continuer à l'utiliser jusqu'à ce qu'il devienne totalement amorti. Mais un exemple du facteur capital,
Une machine. Lorsqu'une entreprise décide d'acheter une machine, le paiement généralement se fait à crédit parce que tout simplement, le prix ou le coût des machines est très élevé. Du coup, ils préfèrent recourir à un financement bancaire pour tout simplement se sentir à l'aise au niveau du remboursement, au niveau du paiement tout simplement de leur machine. Donc ce facteur-là, cette machine-là est fixe. Voilà, c'est un facteur de travail, c'est un facteur de production tout simplement qui est fixe. Certes, l'entreprise, quand il va acheter cette machine, il va recourir à un crédit. Évidemment, le crédit va engendrer un coût supplémentaire qui est sous forme d'intérêt. Donc, c'est le facteur, c'est le prix de la machine. Imaginons, l'entreprise a acheté la machine d'une valeur de 1 million de dirhams. Il va rembourser le 1 million de dirhams plus les intérêts. Les intérêts que nous allons présenter par R. Et voilà. Donc, ça nous donne ça. Voilà donc. Donc, nous avons le profit égal, recette totale, moins coût total. La recette totale, c'est le niveau général des prix fois la production, moins, alors le coût total, il est composé de deux éléments, à savoir le facteur travail et le facteur capital. Le facteur travail, tout simplement, c'est le nombre de personnes qui travaillent dans cette économie, c'est le niveau d'emploi, fois les salaires versés. Plus le facteur capital, alors le facteur capital représente tout simplement les machines qui vont être remboursées à la date d'échéance majorée des intérêts. Alors, notre objectif, c'est quoi? C'est tout simplement de maximiser le profit. L'objectif, c'est de maximiser le profit. Donc, ce que nous allons faire, c'est que tout simplement, nous allons dériver tout ça. Dérivée première du profit est égale P fois Y prime moins WN plus K bar fois R prime. Tout ça est égal à 0. Donc, évidemment, profit prime est égal à quoi? Est égal tout simplement à P fois Y prime moins. Nous allons dériver par rapport à quoi? Nous allons dériver par rapport à N. Quel est le facteur variable? Le facteur variable, c'est tout simplement le N. Donc la dérivée première de N, ici, ça va. Si je dérive ça, WN prime, ça va me donner quoi? Ça va me donner tout simplement W plus K fois R, c'est une constante. Quelle est la dérivée première d'une constante? C'est 0, est égal à 0. Alors, est égal à P fois Y prime moins W est égal à 0. P fois Y prime est égal à W. Y prime est égal à W sur P. Donc, mes amis, lorsqu'on vous demande de dégager la fonction de demande de travail, voilà la formule qu'il faut utiliser. Formule à utiliser lorsqu'on vous demande de dégager la fonction de demande de travail. Voilà, la fonction de demande de travail. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, nous allons, pour justement dégager la fonction, vous allez me dire, pourquoi vous n'avez pas utilisé dès le départ cette formule-là? Parce que si je vous ai dit que, la fonction de demande de travail se dégage à partir de cette relation, la première question que la majorité d'entre vous vont se poser, pourquoi c'est cette formule-là? D'où vient cette formule-là? Donc, tout ça, si jamais au niveau d'examen, au niveau d'un autre exercice, on vous demande de dégager la fonction de demande de travail, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Ça, c'est tout simplement la démonstration qui nous mène vers cette formule-là que nous allons désormais utiliser pour justement dégager la fonction travail. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Ça, c'est juste la démonstration ou l'explication. Voilà ce qu'il faut utiliser. C'est cette formule-là qu'il faut utiliser pour que vous puissiez dégager la fonction de demande de travail. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais tout simplement remplacer Y par la fonction de production qui est celle-là. Donc, je remplace. Ça me fait 0 moins 0,05 n au carré plus 10 000 n prime est égal taux de salaire réel. Voilà. Donc, je dérive. Alors, je dérive, ça va me faire quoi? Ça va me donner moins
0,1 N plus 10 000 N est égal taux de salaire réel. Pardon, il n'y a pas de N ici, pardon. Oui, on a dérivé, ça nous fait moins 0,1 N plus 10 000 est égal taux de salaire réel. Donc ça me fait moins 0,1 N est égal W sur P moins 10 000. N est égal à moins 10 taux de salaire réel plus, alors le moins avec le moins ça me fait plus 100 000. Et voilà donc j'ai dégagé la fonction de demande de travail. Alors la personne ou l'étudiante qui me demande est-ce qu'il s'agit de la macroéconomie ou du monétaire, non, c'est une séance de macroéconomie. Voilà, alors, est-ce que c'est clair s'il vous plaît? J'espère que c'est clair. Donc je récapitule. Lorsqu'on vous demande de dégager la fonction de demande de travail, tout simplement ce qu'il faut faire c'est d'utiliser cette formule-là. Y' est égal à W sur P. Donc vous prenez la fonction de production, vous calculez la dérivée première, cette fonction de production, et hop, directement ça vous mène vers la fonction de demande de travail. Donc après avoir dégagé la fonction de demande de travail, la question suivante, on vous demande de calculer les valeurs du salaire réel et de l'emploi obtenu à l'équilibre du marché de travail. Donc on va refaire ce qu'on a fait tout simplement tout à l'heure. Nous avons la condition d'équilibre sur le marché de travail revient à égaliser la fonction de l'offre et la fonction de demande. Alors pour la fonction d'offre de travail est égale à quoi? Est égale tout simplement à moins 8000 plus 8 taux de salaire réel est égal à la fonction de demande que je viens de dégager, qui est égale à moins 10 taux de salaire réel plus 100 000. Donc ça nous fait quoi? Ça nous donne 8 taux de salaire réel plus 10 taux de salaire réel est égal à 100 000 plus 8 000. 18 taux de salaire réel est égal à 108 000. Taux de salaire réel est égal tout simplement à 6 000 si je ne me trompe pas. Donc je vais refaire le calcul. Comme ça, je vais m'assurer. Alors ça nous fait 108 divisé par 18. Voilà, c'est 6 000. Ça, c'est le salaire réel d'équilibre. Donc la même chose, pour dégager le niveau d'emploi, on va faire quoi? Et tout simplement, on va remplacer soit dans la fonction d'offre, soit dans la fonction de la demande. Donc je vais remplacer dans la fonction de l'offre cette fois-ci. Donc ça me fait moins 8000 plus 8 fois 6000 est égal fois 8 moins 8000. Voilà, ça nous fait 40 000. Donc N étoile, où le niveau d'emploi d'équilibre est égal à 40 000. Et j'encadre. Voilà, donc calculer sa valeur, très bien. Troisième question. Le gouvernement fixe un salaire réel minimum de 7 000. Combien y aura-t-il de chômeurs? Quelle est la nature de ce chômage? Et quelles en sont les raisons? Représenter graphiquement la situation du marché de travail. Donc ici, on vous dit que le gouvernement fixe un minimum du salaire réel qui est égal à 7 000. Et on vous demande tout simplement, dans un premier temps, on vous demande quoi? On vous demande d'évaluer le chômage, c'est-à-dire de calculer le nombre de chômeurs dans cette économie. Et pour ce faire, nous allons d'abord remplacer, dans la fonction de l'offre, nous allons remplacer le salaire réel par 7 000. Et puis dans la fonction de la demande, nous allons faire la même chose. Allez-y, on va y aller mollo. Ça nous fait moins 8000 plus 8 fois 7000.
On va calculer ça et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va donner en fait quoi? 7000. 7000 fois 8, moins 8000, est égal à 48 000. Donc NO est égal à 48 000 pour un taux de salaire réel qui est égal à 7000. On va refaire la même chose pour le ND. ND est égal à moins 10 fois 7000 plus 100 000. Donc, alors, ça nous fait quoi? Eh bien, tout simplement, ça nous fait 30 000. Donc, ND est égal à 30 000 pour salaire réel, pour un taux de salaire réel qui est égal à 7 000. Ben, la même chose, ce que nous allons faire tout simplement, nous allons comparer l'offre de travail et la demande de travail. On observe, on remarque que l'offre de travail est supérieure à la demande de travail, donc on va évaluer le chômage. NO, alors le chômage est égal à NO moins ND. NO est égal à 48 000 moins 30 000. Chômage est égal à 18 000. Quelle est la nature de ce chômage? C'est un chômage volontaire. Rappelez-vous que chez les classiques, le chômage est toujours volontaire. C'est un chômage volontaire, pourquoi? Tout simplement parce que les chômeurs refusent de travailler ou refusent le salaire fixé par le marché du travail. Pourquoi est-ce qu'il s'agit d'un chômage volontaire? Tout simplement parce que les chômeurs refusent de travailler avec le salaire fixé par le marché. Ensuite, quelles sont les raisons? Donc voilà, nous avons donné la réponse. Par la suite, on nous demande également de représenter graphiquement la situation du marché. Donc vous allez refaire la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Vous allez prendre le point d'équilibre, donc cette fois-ci c'est 6 000, puis vous allez prendre ici, vous aurez, ici c'est 48 000 si je ne me trompe pas, ici c'est 48 000 justement, 40 000 pardon, ici vous aurez 40 000, voilà, le niveau d'emploi d'équilibre, et puis là vous aurez le salaire d'équilibre qui est de 6 000, et puis vous allez utiliser ces valeurs-là qu'on vient de calculer, c'est-à-dire NO est égal à 48 000 pour un salaire réel qui est égal à 7 000 et puis ND est égal à 30 000 pour un salaire réel qui est égal à 7 000. Et puis vous allez obtenir un point de croisement. Le point de croisement, vous aurez au lieu de 12,5, vous aurez ici 40 000 et au lieu de 2,5, vous aurez 6 000. Et ces différences-là, chômage est égal, dans notre cas, est égal à 18 000. Vous allez mettre U est égal à 18 000. C'est un chômage qui est volontaire. Voilà donc ce qui en est de l'exercice de la question numéro 3. Passons maintenant à la question numéro 4. Déterminer les valeurs des variables suivantes à l'équilibre. Alors, la petit i, S et puis grand I. Avant justement de passer à la correction, je vais essayer d'organiser un tout petit peu mon bureau pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, en ce qui concerne la troisième, puis plutôt la quatrième question, la quatrième question traite l'équilibre sur le marché des fonds prêtables. Alors, l'équilibre sur le marché des fonds prêtables. Quelle est la condition d'équilibre sur le marché des fonds prêtables? Tout simplement, I est égal à S. Pour vous expliquer ça, je vais revenir tout simplement à mon circuit de tout à l'heure. Voyez-vous qu'ici, vous avez quoi? Alors, si on écarte l'état, voilà, on va juste s'intéresser à ce qui se passe ici.
sur le marché des fonds prêtables, vous avez les ménages qui épargnent. Alors, cette épargne est considérée comme étant une fuite. Cette fuite part au marché du fonds prêtable et il est réinjecté sous forme d'investissement au profit tout simplement des entreprises. Donc, la condition d'équilibre ici, c'est quoi? C'est que le S, c'est-à-dire toute l'épargne collectée auprès de ménages, va tout simplement financer les investissements demandés par les entreprises. Donc, voyez-vous pourquoi la condition d'équilibre est égale à I est égal à S. Donc, je précise que I représente l'investissement. S, saving, représente l'épargne. Et puis, I représente le taux d'intérêt. Voilà. Mais avant justement de faire l'égalité entre la fonction d'épargne et la fonction d'investissement, il y a une petite erreur s'il vous plaît ici. S est égal à 1 million plus 40 millions I, et non pas 40 000, c'est 40 millions. Donc vous ajoutez 3 zéros. 3 zéros, donc ça vous fait 40 millions. Allez-y, on va faire l'égalité. Donc on va tout simplement utiliser la condition d'équilibre. I est égal à 20 millions moins 150 millions. 150 millions. Ah, c'est un peu lent, donc je vais essayer de commencer de ce côté-là. 20 millions moins 150 millions I est égal. Alors, est égal à quoi? Est égal à 1 million. Voilà. Est égal à 1 million plus 40 millions I. Bien, alors ça nous donne quoi? Eh bien, tout simplement, ça nous donne 150 millions I moins 40 millions I voilà est égal, voilà, donc ça je l'ai mis de l'autre côté et puis ça je vais le remettre de ce côté là, 20 millions moins 1 million. Alors ça me fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien. Alors tout ça, ça me fait combien? Ah, je commence à perdre la boule, franchement. 119 millions. I est égal. Alors, est égal à 19 millions. Voilà. I est égal à 0,1. I est égal à 10%. Voilà donc, j'ai déterminé la valeur de I, ou le taux d'intérêt. Donc je vais refaire la même chose pour la fonction d'épargne, parce qu'en fait là on vous demande également, de déterminer les valeurs de I, du taux d'intérêt, c'est fait. La valeur d'épargne et la valeur d'investissement. Bon, finalement, puisque le marché est en équilibre, ce que vous allez dégager pour l'épargne, il sera de la même valeur que ce que vous allez dégager pour l'investissement. Donc, pour la fonction d'épargne, vous avez 1 million plus 40 millions fois 0,1. Et ben, ça va nous faire, voilà, 1 million plus 4 millions, ça fait 5 millions. I est égal, alors pour le I est égal à 20 millions I est égal à 20 millions moins 150 millions fois 10%. C'est égal également à 5 millions. Et voilà donc la correction de la quatrième question. Passons maintenant à la cinquième question. J'espère que c'est clair. Donc je reviens encore une fois vers les commentaires s'il y a jamais quel est le type de chômage. Je vous ai parlé, je vous ai dit qu'il y a
pour les classiques ou j'ai pas bien compris votre question, les types de chômage, c'est-à-dire par rapport à ce que je viens de vous dire, je vous ai dit que pour les classiques, il existe ou de manière générale. Fatem Zahra Ansar, c'est un TD destiné aux étudiants du semestre 2, la macroéconomie. Alors, question 5. On suppose que la monnaie est utilisée uniquement pour assurer la circulation de la production. Établissez la fonction de la demande de monnaie en supposant que la vitesse de circulation de la monnaie soit égale à 4. Écrivez la condition d'équilibre du marché de la monnaie en supposant que l'offre de monnaie est égale à 64 millions, en déduire le niveau général des prix. Donc cette fois-ci, nous allons passer, donc voyez-vous que nous avons établi l'équilibre sur le marché du travail, ensuite sur le marché des fonds prêtables. Maintenant, nous allons passer à l'équilibre sur le marché monétaire. Alors, quelle est la condition d'équilibre sur le marché monétaire? 5. La condition d'équilibre sur le marché monétaire, c'est qu'il faut tout simplement égaliser la fonction d'offre de la monnaie avec la fonction de demande de la monnaie. MO est égal à MD. Donc, vous avez MO, c'est déjà donné, est égal à 64 millions unités monétaires. Ensuite, vous avez V, la vitesse de circulation de la monnaie est égale à 4. Voilà, donc c'est tout ce que nous avons pour l'instant. Maintenant, quelle est la condition d'équilibre? Quelle est la condition, justement, comment on peut dégager le MD, la fonction de demande de monnaie. Alors, MD, chez les classiques, particulièrement chez les néoclassiques, la formule ou l'équation de Cambridge d'Alfred Marshall est égale à quoi? Est égale tout simplement à K fois P fois Y. K représente quoi? Alors, K est égal à 1 sur V, c'est l'inverse de la vitesse de circulation de la monnaie. Le K représente tout simplement la partie que les agents économiques souhaitent détenir sous forme d'encaisse monétaire. Bien, alors le K, on le connaît, donc le K est égal à 1 sur 4. Le P, on ne le connaît pas. Le Y, nous avons déjà la fonction de production. Voilà, la fonction de production est égale à moins 0,05 n au carré plus 10 000 n. Et on sait pertinemment que le niveau d'emploi d'équilibre est égal, si je ne me trompe pas, est égal à 40 000, n'est-ce pas? Je pense que c'est 40 000. Oui, c'est 40 000. Bon, est égal à 40 000. Voilà. Donc, ce que nous allons faire tout simplement, c'est qu'on va remplacer Y fois 0,05 fois 40 000 au carré plus 10 000 fois 40 000. Allez-y, je vais calculer tout ça rapidement. Alors, ça me fait 0,05 fois 0,05. Voilà. C'est moins... Alors ici, ça me fait moins 80 millions. Plus... Alors, hop, Y est égal à 320. Y est égal à 320 millions. Donc, puisque MO est égal à MD, et puisque je connais la valeur de MO, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même MD est égal à 64 millions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ici. Je vais prendre le MD est égal, je remplace d'abord, est égal à 1 sur 4. K, c'est l'inverse de la vitesse de circulation de la monnaie, fois P, et puis Y fois 320 millions. MD est égal à quoi? MD divisé par 4 est égal à 80 millions P. Sachant que MO est égal à 64 millions et que MO est égal à MD, donc
Donc 80 millions P est égal à 64 millions. P est égal à quoi? P est égal à 64 millions divisé par 80 millions. P est égal à 0,8. Voilà, donc nous avons calculé le niveau général des prix. Donc le niveau général des prix dans cette économie est égal à 0. Donc je vais m'assurer que j'ai répondu à toutes les questions. Écrivez la condition d'équilibre, donc c'est fait. D'équilibre du marché de monnaie. Voilà, ça c'est la condition d'équilibre. Ensuite, en posant l'offre de monnaie est égale, en déduire le niveau général des prix. Donc le niveau général des prix, voilà, donc c'est fait, c'est déduit. On passe directement au QCM. La fonction d'investissement est une fonction. Est-ce qu'il est décroissante du taux d'intérêt? Est-ce qu'il est croissant du taux d'intérêt, décroissant du revenu ou croissant du revenu et décroissante du taux d'intérêt? Donc pour répondre à cette question, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut revenir à la fonction d'investissement de tout à l'heure. On va regarder la fonction d'investissement. Il est où? Il est ici. Fonction d'investissement s'écrit comment? I est égal à 20 millions moins 150 millions I, c'est-à-dire s'écrit sous forme de B plus AX, moins AX. Donc vous remarquez ici que la pente est comment? La pente est négative. Donc lorsque la pente est négative, c'est-à-dire que la fonction d'investissement est décroissante. Quand je vois, une fois que la pente négative, la conclusion que je dois faire, c'est que justement c'est une fonction décroissante. Décroissante de quoi? Décroissante tout simplement de la variable qui est attachée à cette pente. On voit que la pente est négative et attachée au taux d'intérêt. Le taux d'intérêt. Donc je vais revenir ici, je vais dire que la fonction d'investissement est une fonction décroissante. Décroissante pourquoi? Parce qu'elle a la pente négative, fait un moins. De quoi? Fait un moins A, I. C'est écrit comme ça. Elle est attachée au taux d'intérêt. Donc j'en déduis quoi? J'en déduis tout simplement que la fonction d'investissement est une fonction décroissante du taux d'intérêt. Dans la théorie néoclassique, la demande de travail est une fonction croissant du salaire réel, croissant du salaire nominal, décroissante du salaire nominal ou décroissante du salaire réel. Nous allons encore une fois revenir à la fonction de la demande et nous allons voir qu'il s'écrit également, donc il a également une pente qui est négative, moins 3 fois le taux de salaire réel. Donc j'en déduis quoi? J'en déduis tout simplement que la fonction de demande de travail est une fonction décroissante puisqu'il a une pente qui est négative. C'est une fonction décroissante de quoi? De la variable qui s'attache à cette pente-là, qui est le salaire réel. Donc j'en déduis quoi? J'en déduis que dans la théorie classique, la demande de travail est une fonction décroissante du salaire réel. Du salaire réel, pardon. Du salaire réel. Ça, c'est la bonne réponse. Voilà. C'est une fonction décroissante du salaire réel. Dans l'approche classique, le niveau d'emploi dans l'économie est la conséquence, la confrontation entre l'offre et la demande, du principe de la demande effective, de la confrontation de l'offre et de la demande des fonds prêtables, d'un équilibre de sous-emploi. Donc ND est égal à NO revient tout simplement à dire que dans l'approche classique, le niveau d'emploi dans une économie est la conséquence de la confrontation entre l'offre et la demande de travail. Quatrième question. Pour les classiques, une augmentation de la masse monétaire entraîne une augmentation du revenu, une réduction du chômage, une diminution des prix ou l'inflation. Alors, pour les classiques, une augmentation de la masse monétaire entraîne l'inflation. Pourquoi? Parce que tout simplement, selon l'équation de Fischer, MV est égal à P fois Y, étant donné que la vitesse de circulation de monnaie est constante, ça vous l'avez déjà vu dans le cours, et étant donné que le volume des transactions est constant, pourquoi? Parce que l'économie est en situation de plein emploi des facteurs de production, et bien tout simplement toute augmentation de la masse monétaire se traduit par une augmentation du niveau général des prix. Et enfin, le taux de salaire réel pour une économie où NO est égal et ND est égal. Donc ça c'est très simple, vous allez tout simplement égaliser NO et ND. Vous allez justement dégager le taux du salaire réel et vous allez chercher la réponse ici. Hop. Donc voilà mes amis, j'espère que cette séance était utile pour vous. Je vous remercie pour votre attention et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver la séance prochaine si le besoin se présente évidemment. Avant de quitter s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut me dire comment je vais faire pour enregistrer le live?
pour le laisser sur le groupe. Alors, je fais comment, s'il vous plaît? Vous me dites comment je vais faire. Voilà, masquer, vidéo en direct. Bah écoutez, je sais pas vraiment comment je vais faire pour... Oui. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment je vais faire pour enregistrer le live, s'il vous plaît? Où ça? Parce que j'ai mis terminé et puis je crains que ça s'enregistre pas. Mais je fais comment pour enregistrer le live? Je vous pose la question. Choisissez un morceau. Oui, diffuser en temps réel. Franchement, je sais pas comment faire pour enregistrer, honnêtement. Bon, pas de réponse, donc je vais arrêter parce que là, je sais pas comment faire vraiment pour l'enregistrer.